Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve avec mon gars Brad pour le débrief de la 11e journée d'Euroleague. Franchement, c'était une journée plutôt sexy. En général, on dit le calme... Non, comment on dit? Bref, après la pluie vient l'orage. Bah là, non, après la pluie vient le beau temps. Après la pluie vient le beau temps. Là, c'était le beau temps parce que la semaine prochaine, on se mange 2 journées d'Euroleague. Donc là, ça va être la pluie. Là, c'était le beau temps. Voilà, bref, c'est ce que je voulais dire. Tu veux qu'on refasse l'intro? Non, c'est bon, allez, on est parti. On est authentique. Wow. Donc voilà, ça va, t'es en forme? Ça va. T'as passé un bon week-end? Alors... Qu'est-ce que t'as fait hier à ton match? J'ai passé un bon week-end jusqu'à 19h30 où on est parti jouer. Et là, après, mon week-end... Ah, donc dès l'échauffement, ça allait pas, quoi. Oui, parce qu'il n'y a pas de chauffage. Ah, donc, vous savez à quel point je suis frileux, il n'y a pas de chauffage. Je joue au basket parce qu'on joue en intérieur. C'est une des raisons pourquoi je joue pas au foot, parce que j'aime pas le froid. Et du coup, là, il faisait -10 dans la salle, donc voilà. Bref. Ok. Merci de nous avoir raconté toute ta vie. Donc on est parti. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de liker. Non, pas de swipe up, on n'est pas des influenceurs. De vous abonner, partager la vidéo si ça vous plaît, interagir avec nous, tout ça. Parce qu'il y en a plein, ils viennent interagir en DM avec moi. Je m'en bats les couilles des DM, frère. Commentez la vidéo. On s'en bat pas les couilles, mais voilà, faut commenter la vidéo. Voilà. C'est un peu agressif. Voilà. Merci aussi pour les retours sur les nouvelles transitions. On est parti sur la transition. On commence par les clubs français. Ok, alors les clubs français, qu'est-ce qu'ils ont fait cette semaine? On va commencer par Monaco-Olympiakos. Bien sûr, très beau match. Très beau match. Très beau match. De toute façon, l'académie de jeu d'Olympiakos n'est plus à prouver. Chaque semaine, on a bien rigolé. Moi, j'avais quelques doutes en début de saison. Je disais la perte de Kostas Foukas et de Sasha Vezenkov. Je pensais vraiment que ça allait les impacter. Et finalement, les principes de jeu, quand une équipe a des principes de jeu, ça se voit, ça se ressent. Et les joueurs qui étaient plutôt sur de la rotation, qui prennent la place, on peut penser notamment à Alec Peters. Mais en fait, le collectif de l'Olympiakos, c'est trop beau à voir. C'est trop beau à voir avec Mustapha Fall en plaque tournante, avec des coupes dans le dos, des remontées à l'opposé, des renversements de balles, et encore du jeu, parfois un peu d'iso. Mais vraiment, le jeu de l'Olympiakos est assez beau. Et en face, on avait Monaco. Et moi, je me suis régalé sur ce match-là parce que Monaco a matché ce niveau de jeu-là. On est tout à fait d'accord. Et c'était extrêmement plaisant à voir. On est tout à fait d'accord. J'attendais de voir ce que tu allais dire sur le jeu de Monaco. Et moi, je trouve que sur ce match-là, Monaco a proposé aussi du beau jeu avec du drive and kick, avec de la fixation intérieure. Enfin, vraiment, c'était beau, du mouvement sans ballon. Donc moi, j'ai noté aussi que Monaco jouait bien. Mike James, qui reste dans ses standards. Toujours, il commence le match, il distribue pour tout le monde. Alors il y en a qui mettent, il y en a qui mettent pas, mais voilà, il fait un énorme match, encore une fois. Et surtout sur la fin de match, c'est lui qui met les tirs à la fin pour terminer le match. Ouais, non, vraiment très fort. Encore un énorme match. J'ai été assez étonné de voir que Mike James ne pouvait pas jouer contre un Mousfal. À chaque fois que Mousfal switchait sur Mike James, bah il y a une fois il prend un tir genre hyper contesté, je sais même pas s'il se fait pas contrer, ou il a, je sais pas, c'est l'envergure, c'est dans la dissuasion, mais en tout cas c'était vraiment. Je vois de quelle action tu parles et je suis d'accord avec toi. 2-3, hein. Ouais, je vois bien. Mais après je pense que Mustapha Fall alors oui, il est plus en difficulté sur la latéralité. Néanmoins, la défense collective de l'Olympiakos permet aussi à Mustapha Fall de pouvoir sortir sur certaines séquences. Tu vas pas lui demander ça à chaque action. Et du coup, avec, comme tu l'as très justement dit, avec la longévité et la longe plutôt que la longévité, pardon, avec la longe qu'il a, c'est beaucoup plus facile en fait de pouvoir défendre parce que si il percute, derrière il y a du rempart et si jamais il veut prendre un tir, il faut tirer au-dessus Mustapha Fall. Et des joueurs qui arrivent à faire ça, il n'y en a pas beaucoup. On peut citer Sergio Llull, il l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, et donc Isaiah Canaan qui s'est mis en mode Marcus Howard, à un moment qui prend feu, qui allume à 3 points. Qui met donc 20 points à 5 sur 8 au tir à 3 points, 4 passes. Mais Monaco s'est très bien adapté sur la fin de match parce qu'il est très tôt à 20 points. Genre début ou milieu de 3e quart, il est déjà à 20 points. Et derrière, ils l'ont bien coupé de la balle. Comme avec Marcus Howard exactement ça. Ça a switché sur les sorties d'écran, etc. Ça glissait, une bonne communication. Non, franchement, je rigole parce que après on va parler de l'autre équipe qui a joué 2 shooters d'affilée et eux par contre
Enfin bref. Donc voilà, Monaco qui se place bien. Monaco qui est seul troisième. Non, troisième égalité avec la Virtus. Derrière le Real et le Barça. Et derrière, il y a une flopée d'équipes à 6-5 et 5-6, mais on y reviendra sur la fin. Donc Monaco qui tient son rang, troisième d'Euroleague, qui doit viser une place dans le top 4. Une belle victoire. Une belle victoire parce que l'Olympiakos, voilà, c'est quand même une belle équipe qui était en train de bien revenir en plus. Donc bon match. On passe sur Barça-Asvel. Bah ouais, on va passer sur Barça-Asvel, que tu sois content ou pas. Hein. Oui. Alors Barça-Asvel, franchement, encore une fois, l'Asvel perd. Oui. Encore une fois, l'Asvel joue au basket. Oui. Ils ont joué les yeux dans les yeux avec le Barça, qui est la deuxième plus grosse équipe d'Euroleague cette année, clairement. Ils ont répondu, à chaque fois qu'ils prenaient des petits runs, ils revenaient. Il y a eu de l'adresse des deux côtés. Il y a eu Rokas Jokubaitis qui était nul, comme d'habitude. Alors, l'Asvel, j'ai trouvé bien en place défensivement au début. Ah, merci. Au début. Parce que justement, c'est ce qu'on disait juste avant. L'Asvel s'est fait trouer les fesses par Marcus Howard la semaine dernière, en ne changeant pas sur les remontées des écrans. Il y a un mec qui s'appelle Nicolas Laprovitola qui commençait à prendre feu et il prend des tirs à la fin qui sont ouverts. Et ça, c'est pas possible. Il en prend. Alors. Il en met qui sont durs. Voilà. Il a encore 1 ou 2 tirs ouverts sur la fin de match. C'est vrai. Alors que à ce niveau-là, contre le Barça en plus, tu vois, c'est pas une équipe de milieu de tableau, c'est le Barça. Si tu veux avoir l'espoir, en plus tu fais un bon match, tu te mets dans des bonnes dispositions pour gagner, mais t'es pas concentré sur certains trucs. Et ça, c'est dommage. Je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit déjà sur la première partie. Je trouve que sur la première mi-temps, ils ont plutôt bien défendu. Je les ai trouvés moins bons en défense sur la deuxième mi-temps. 8 sur 10 à 3 points. Et la Provitola fait 8 sur 10. Donc, et là où je suis en partie d'accord, c'est il y a 1 ou 2 tirs, c'est vrai, il est tout seul. Mais il y a des tirs où c'est des sorties d'écran, c'est des tirs qui sont durs, il est en mouvement. Et en fait, mais regarde ce que Monaco faisait sur Howard. Et ce qu'ils ont fait sur Canaan en fin de match. Oui, mais Monaco ils ont changé, ils changent, ça veut dire que le dernier écran, il change, donc il peut pas recevoir la balle. Ok. La passe est coupée. D'accord. Deux choses. La première, Monaco, qui sont les joueurs sur qui peuvent faire ça? T'as John Brown, Alpha Diallo, Blossom Game, Yakuba Ouattara, ils ont des mutants physiques. Là où l'Asvel est plus en difficulté, sur ça, l'Asvel est plus en difficulté. Ils n'ont pas les mêmes joueurs, ils n'ont pas les mêmes capacités physiques. Je te dis pas qu'ils ne peuvent pas s'adapter. Je te dis que moi, ce que j'ai vu sur le match, c'est que l'Asvel a proposé quelque chose. Dans le jeu, en attaque, offensivement, ça a été bien. En défense, ils ont souffert parce que déjà, le Barça, à un moment, et par Nicolas Laprovitola, une adresse folle, il mettait tout, littéralement, il mettait tout, et ils ont été plus en difficulté. Et après, oui, tu peux switcher là-dessus, mais ils sont punis ailleurs. Ils sont punis par Yann Vezeli. Oui, mais tu tentes. Après, voilà, il faut tenter des choses. Il faut tenter des choses. Parce que t'as perdu contre Baskonia à cause de ça, et là, tu perds encore à cause de ça. C'est la Provitola qui leur fait mal. C'est lui qui score à la fin de match. Oui, mais parce qu'il tue tous les plays de l'Asvel. Il tue tous les... L'Asvel, il fait quelque chose... Et derrière, il répond, il a tué tous les plays de l'Asvel. Pour moi, après, maintenant je coach un peu, mais si j'ai un joueur qui m'allume, il est à 6 sur 8, à 3 points, un truc comme ça, parce qu'il rate que 2 tirs, et supposons qu'il mette les 2 derniers, tu switches, quand il prend une remontée, tu switches. Je m'en fous, si c'est Yann Vezeli qui met des dunks, ce sera toujours mieux que des 3 points. 2 points, c'est toujours mieux que 3 points. Je suis d'accord. Je pense que Pozzecco aurait pu proposer autre chose. Après, on voit aussi la limite, malheureusement, de l'effectif... de Villeurbanne qui parfois peut être un peu court. Là on a eu un bon Nando De Colo, on a eu un bon Chelsea toujours qui est dans la continuité, Geoffrey Lauvergne. Collectivement ils ont été bons, sauf qu'une fois que tu sors de ça, derrière c'est plus compliqué sur les rotations. Après c'était un match hyper offensif donc. Aussi. On les a vus bons parce qu'il y a eu l'adresse, parce que voilà, ils ont rempli la feuille de stats. Mais c'est vrai que voilà, quand tu prends 100 points encore une fois à l'extérieur, c'est compliqué. Par ça, quoi. Et derrière, par exemple, David Lighty, c'est 0 points. Eden Jackson qui a pas été mauvais. Jackson, moi je l'ai trouvé bien. Hein. Non, il a pas été mauvais. Au contraire, il a mis 4 points et après tu vois qu'il commence à être à l'aise. Quoi. Exactement, je suis d'accord avec ça. Le coach l'a mis en confiance. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, la rotation derrière, c'est limite en fait. Et c'est sûr que quand tu joues face au Barça, qui est deuxième d'Euroleague, c'est sûr que c'est plus compliqué. Il y a des belles évals quand même. Hein. Il y a de très belles évals. Hein. Yousfal 20 d'éval, Mike Scott 19, Geoffrey Lauvergne 18, TLC 21, Nando 19. En fait, il y a vraiment eu deux groupes parce que tu regardes même les plus-minus, t'en as qui sont à plus 10, plus 11 et t'en as qui sont à moins 20, moins truc. Et donc ça, franchement, c'est dommage, encore une fois. Alors le Barça, on n'en espère pas grand-chose. Moi, si je suis coach de l'Asvel, encore une fois, je vais dire ok, on a bien joué, c'était le Barça. Maintenant, il faut commencer à prendre des matchs.
Ouais, oui, faut commencer à prendre des matchs, mais après, il y a la réalité de l'effectif et la réalité du calendrier. Enfin, La semaine prochaine, ils reçoivent Maccabi. Par exemple, Maccabi, il faut les prendre. Mais non, mais Ozan, ça marche pas comme ça. Mais si, Moi, je suis pas d'accord avec ça. Maccabi, c'est une équipe qui, pour moi, il faut les prendre. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas le Barça, c'est pas. Oui, mais. Le Fener a tapé le Real, ça veut dire que tout non, est mais possible. Alors, on va y revenir. Oui, tout est possible. Il faut voir la physionomie du match. Là, pour moi, c'est une faute du Real et pas une victoire du Fener, mais j'y reviendrai juste après. Ça marche pas comme ça en fait. Le Bayern a tapé Bologne. Je veux dire, pour moi, l'Asvel, avec le jeu qu'il propose, regarde tous les matchs de l'Asvel, avec le jeu qu'il propose, Maccabi, c'est pas le Maccabi. Moi, le Maccabi, ça me fait pas kiffer de ouf, hein, Non, franchement, de ce que j'ai vu. Je suis d'accord avec Ils toi. sont fait désosser par Monaco. Oui, mais encore une fois, comparer Monaco et l'Asvel, c'est deux effectifs qui ne sont pas les mêmes. Je dis pas qu'ils vont les taper de 40, comme Monaco l'a fait, ou de 30. Mais ils peuvent le prendre. Je dis pas qu'ils sont favoris, mais pour moi, c'est un match qu'il faut chercher à prendre. Ça joue contre le Barça. À la LDC. Oui, enfin, c'est à Lyon. Okay. Pour moi, contre le Barça, si tu le prends, c'est un miracle. Tu vois, t'arrives au match, tu dis bon, vas-y, on va essayer de faire notre mieux. Mais là, quand tu vas jouer contre le Maccabi, pour moi, il faut que tu joues pour gagner. C'est un match que tu peux vraiment gagner. Mais il joue le Barça, tu joues le Barça, tu joues le Real, tu sais que tu vas pas le prendre. Je suis d'accord, mais tu vois ce que je veux dire dans l'état d'esprit. Mais moi, je pense pas qu'il joue pour perdre. Si tu perds Maccabi, pour moi, c'est une contre-performance. Non, je suis pas d'accord. Parce que le Maccabi n'est pas le Maccabi aussi élégant et aussi fort qu'il puisse l'être, mais abusons pas quand même. Je vois pas l'Asvel, dans aucun monde je vois l'Asvel battre le Maccabi, battre Lorenzo Brown, Wade Baldwin Jr., Bonzi Colson, Tamir Black. Dans aucun monde ça n'existe, dans aucun monde. À part s'il y a une performance surréaliste, et dans ces cas-là, ok, peut-être, mais au bout d'un moment, il y a les réalités du terrain et les réalités de l'effectif. Pour moi, l'Asvel est trop court vêtu pour concurrencer ces grosses équipes-là. Mais face aux moins bonnes équipes que sont, par exemple, Kaunas, le Bayern ou Berlin, ils ont été en difficulté. Ils ont été en difficulté à chaque fois contre comment ça s'appelle, contre le Bayern, il y a pas longtemps, où ils ont été en difficulté. Pour moi, l'Asvel, il progresse. Oui, on voudrait qu'il gagne plus de matchs. Et j'espère que ça viendra. Mais aujourd'hui, dire si tu bats pas le Maccabi, c'est une contre-performance, c'est utopique. C'est utopique. Je vois pas dans quel monde ils peuvent les battre. Pour moi, alors peut-être pas contre-performance, mais en tout cas, c'est un coup d'arrêt. C'est un coup d'arrêt parce que toujours t'es proche. Baskonia, t'étais proche. Bayern, t'étais proche. Là, Bayern, fallait le prendre. Barça, t'étais proche. Donc pour moi, c'est voilà. Et au bout d'un moment, il faut concrétiser. Sinon, tu vas être juste une équipe qui fait chier boire à gratter, mais tu gagnes pas un match. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on a dit dans la preview? Dans la preview, on a dit l'Asvel, ils vont terminer. S'ils terminent pas. Non, moi j'avais dit, il faut qu'ils visent le play-in. Mais oui, mais toi, t'es trop utopiste. Non, quand tu vois comment c'est serré, c'est pas utopiste. On en reparlera la semaine prochaine. On en reparlera la semaine prochaine. Si il nous reste du cerveau après la deuxième. Exactement. Ah oui, parce que du coup, je t'ai dit, il joue qui, le Maccabi, et leur deuxième match, c'est. Valence, pareil, il faut le prendre, Valence. Valence, ils sont dans le trou là. Bref, pour moi, l'Asvel doit faire 2-0. Je vais mettre de l'argent dessus sur Winamax. Ne pariez pas. Je mens. Ne pariez pas, et bien sûr, interdit aux mineurs. Ok, bah écoute, on peut passer sur Valence justement. Très bien. On parlait de Valence et Baskonia. Oh là là, quelle transition. Ah non, attends, faut que je mette ma transition justement. On passe sur le Daily Review. Alors, Valence-Baskonia, je l'ai regardé il y a 30 minutes, c'est tout frais dans ma tête. Tu veux que je te dise quel système ils ont fait? Je me souviens de tout. Je me souviens très bien. Je me souviens que Vitoria a eu du mal à rentrer dans son match. Ah ouais, bah. Ils étaient en galère. Et j'ai retrouvé l'équipe de Valence qu'on a eu sur le début de saison qui... joue au basket. Exactement. Ça passe par Damien Inglis, ça passe par Semio Geleye, Chris Jones qui trouve les joueurs, de l'alternance, du tir extérieur. J'ai retrouvé en fait vraiment... comment ça s'appelle, Brandon Davis. Ouais. Je les ai retrouvés, voilà, et je disais à Valence, ah ben enfin, ça faisait plaisir à voir, parce que j'avais l'impression que ça faisait quelques semaines ils étaient en vacances, et Victoria était vraiment à la rue. Donc, mais c'est vrai que dans l'intensité, ils étaient plus agressifs au rebond, plus agressifs en défense, ils avaient de la contre-attaque. C'est ça. Baskonia, il n'y était pas. Et Valence, comme tu dis, il était très bien dans l'alternance. Ils jouaient sur leur force. Ils jouaient sur du post-up, ils renversaient, parce que Chris Jones, c'est un meneur qui est costaud. À Baskonia, c'est qui a commencé? Il y a Cody McIntyre, mais dès qu'ils ont mis Kyoza, il s'est fait poster. Après, ils ont mis Nicolo Magnon, ça n'a pas marché. Enfin bref, Valence joue très bien en première mi-temps, justement, comme tu dis, et se trouve, et en plus, il y a toujours cette relation entre les intérieurs. On a un peu moins vu Boubacar Touré, mais entre Damien Inglis et Brandon Davis, ça se trouve très bien. Victor Claver qui rentre, qui prend du rebond offensif, alors que le mec, il a
70 ans. Donc voilà, Valence joue très bien au basket sur la première mi-temps. Et Vitoria, à l'opposé, perd aussi beaucoup de balles, a du mal à proposer son jeu. On sait que c'est une équipe qui est tournée vers l'attaque. Et c'est vrai qu'ils ont été plus en difficulté. Il y a eu quelques rotations qui sont arrivées. Marcus Howard qui met un peu du temps à rentrer dans sa rencontre, mais quand il y rentre, il rentre. En fait, au début, il a pas de balle. Quand il rentre, il a pas de balle. Oui, bien sûr. Et quand il rentre, il rentre. Et il y a Lopez Arostegui qui le met bien en rythme aussi en lui donnant 6 points sur lancer franc. C'est ça. Il met 2 tirs à 3 points. Baskonia à -8 à la mi-temps. Pas cher payé. Ils prennent quand même, il y a 52-44, ils prennent quand même 52 points. Et au troisième quart-temps, Marcus Howard. Au revoir. Alors, en fait, pour moi, il y a une vraie inversion de l'attitude et du jeu des. Exactement. L'équipe qui jouait bien et qui défendait fort s'est mise à perdre des balles. Alors, crédit à Baskonia parce que ça défendait vraiment fort. Ils ont récupéré des ballons dans les mains du meneur, de la contre-attaque. Ils ont eu plusieurs lay-ups tout seuls. Et même parfois, quand Valence a des opportunités de mettre des contre-attaques, ils se mangent des planches venues d'ailleurs. C'était vraiment. Il y a eu un vrai changement. Il y a eu un bon speech, je pense, de Dusko Ivanovic à la mi-temps. Du coup, Baskonia qui prend un peu d'avance. Et Marcus Howard, quand il met. Et à un moment, il en aurait 2-3 d'affilée, mais quand. En fait, il crée tellement de crainte chez la défense que il ouvre le jeu. Et j'ai aimé parce qu'il y a eu des situations où il a fait une feinte, un petit dribble, il a trouvé des joueurs. Et même s'il tire 40% à 3 points, c'est bien, tu vois. Au final, je crois, il en met quoi, 5 ou 6 sur ce match-là. T'as les stats 6, il fait 6-14. 6-14, donc il met 6 tirs à 3 points quand même. Ça fait déjà 18 points. Donc t'es obligé de le défendre, et derrière ça ouvre du jeu. En plus, les mecs qui sortent comme des fous, ils font faute, et derrière t'as du rebond offensif. Et c'est là que Shimamoneke, qui était très en difficulté sur la première mi-temps, il s'est ouvert, il s'est lancé. Ouais, il s'est lancé parce que pourquoi en première mi-temps il fait que du tir extérieur, il prend 2 step back à 3 points, pas très agressif vers le cercle, et là il est allé au rebond, dans les coupes à l'opposé du ballon, il a mis des lay-ups, et à la fin il met un petit tir à 3 points dur. Mais je savais qu'il allait le mettre, parce qu'il s'était mis en rythme juste avant avec le N1, le rebond off, il se chauffe avec le truc, il le prend, tu sais, c'est les tirs, quoi. Tu sais que t'es en rythme, tu les prends, t'hésites pas, c'est sûr, c'est dedans, c'était sûr. Et donc il finit à 18 points, alors que franchement sur la première mi-temps tu le vois pas. Il fait une deuxième mi-temps extraordinaire, Shimamoneke. Donc voilà, moi j'ai bien aimé aussi le match de Cody Miller-McIntyre, qui finit en double-double. Oui. En fait, maintenant, parce que moi je connaissais pas spécialement ce joueur, mais voilà, en gros, c'est un joueur, tu t'attends pas à ce qu'il te mette 20, 25 points, qu'il te mette des tirs à 3 points, etc. Il tient sa balle. C'est un meneur qui est costaud, qui est physique, donc quand il passe l'épaule, on a vu, il a mis un gros tomard enfin, Chris Jones a été passé, il a mis son tomard. Il est physique. À mi-distance, c'est quand même une valeur sûre. Il est régulier. Il distribue, il tient sa balle, il lâche les balles pour Marcus Howard, il lâche les trucs. Voilà. Et ça fait plusieurs matchs qu'il fait où il est au-dessus des 10 passes ou pas loin des 10 passes. C'est pas un. Je pense qu'il lui faudra un vrai backup. Mais je trouve que ce qu'il propose là sur les derniers matchs, c'est pas mal. De toute façon, depuis qu'Ivanovic est arrivé, Baskonia ça va mieux. Chris Chiosa, t'aimes pas toi? Mais c'est pas que j'aime pas. Moi, quand je pense à Chris Chiosa, la seule action que j'ai vue de lui, c'est quand il mettait. Je sais pas si tu te souviens, en NBA quand il était au Nets, il met genre un double cross, je sais plus à qui, c'était Curry, genre cross, il va finir en lay-up et tout. Bon, je le connais pas sinon ce genre-là. Non, mais après. Là, il a pas joué. Il joue pas, il joue 2 minutes. Après, à un moment, il tente. Dusko Ivanovic tente Nico Magnon, pareil, il joue 6-7 minutes, je crois. Je dis, ouais, c'est ça, 7 minutes. Donc, 7 minutes, donc assez en difficulté. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit avec Cody Miller-McIntyre. Il est régulier, tu peux lui faire confiance. C'est pas un mec qui va prendre beaucoup de tirs. Il va prendre des tirs quand il faut les prendre. Et en plus, il va faire jouer l'équipe. Il sait qu'il y a déjà assez de criminels quand il faut, comme ça, en Marcus Howard. Même si en ce moment, il est pas trop en mode criminel. Il est plutôt en mode assassin. Ouais. Franchement, il est diablement fort. Et c'est ce qu'on dit souvent. On connaît ses qualités, on connaît ses défauts. On a beaucoup critiqué depuis le début de la saison parce qu'il ne mettait pas dedans. Mais là, il est monstrueux. Et comme tu l'as très justement dit, la défense a peur. Donc, il fait ce qu'il veut. Donc, non, c'est vrai que là, on a retrouvé Vitoria. C'est bien pour eux. La semaine prochaine, il joue, bougez pas que je vous dise ça. Il joue qui d'ailleurs la semaine prochaine? Fener. Il joue Fener. Ah ben un duel de criminel normalement. On va voir ce que ça donne. Si Tyler Dorsey joue. Et après l'étoile rouge. Donc on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que ce match-là, pareil, je me suis régalé. Voilà, un peu déçu pour Valence parce que je trouve que vraiment ils ont explosé dans le 4e quart-temps et j'aurais aimé qu'ils puissent progresser et continuer dans cette intensité-là. J'espère qu'ils vont retrouver cet talent qu'ils ont eu sur la première mi-temps parce que ça les aidera par la suite.
Bah, Shima Moneke, quand même, sachant que c'est en première mi-temps, je sais même pas s'il il doit mettre 2 points en première mi-temps, un truc comme ça. Il finit à 19, 5 sur 7 au tir, 1 sur 1 à 3 points, 6 sur 8 au lancer, 7 rebonds, une passe, 5 paires de balles quand même, 27 dévals. Hein. Il faut te provoquer. Les 2 tirs qu'il rate, c'est les 2 premiers tirs. Il y en a un où il a le pied sur la ligne. Ouais. Voilà, et l'autre. Et après, sinon, il tire pas plus que ça. Et il attend que ça vienne à lui sur la deuxième mi-temps. Et Mike Kotsar aussi, qui a été bon, qui fait 9 points, 6 rebonds, 6 passes. En intérieur, 20 dévals, plus 13 de plus-minus. On l'a bien trouvé avec la petite patte gauche, là, il a mis quelques hooks, il a trouvé des passes décisives et tout. Donc, c'est des Karskis aussi que dans le passage où Vitoria est en difficulté, il met des points. Il est à plus 21 de plus-minus. C'est le meilleur plus-minus de son équipe. Bien sûr. Regarde les matchs, les amis. Donc, ouais. Ouais, non, franchement. Non, Vitoria, moi, j'aime bien, hein, franchement. Juste leurs maillots, ils sont dégueulasses, mais. J'avoue que non, on se régale bien devant les matchs. Ouais. Soit on insulte Marcus Howard, soit on dit. Qu'est-ce qu'il est fort. Ah, mais maintenant qu'il a trouvé son rythme, moi je l'insulte plus trop. C'est vrai. Parce que tu sais que c'est les tirs qu'il peut t'en mettre 3 d'affilée et ça change tout le match. Et on voit quand il commence à mettre les tirs, c'est là que ça change tout le match. Ok, du coup t'as parlé du Fener. On peut parler du duel de cette journée et de l'événement de cette journée. Fener qui bat le Real Madrid, qui inflige sa première défaite au Real. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Alors je vais te dire tout de suite. C'est pas le Fener qui a battu le Real, c'est le Real qui a perdu. C'est pas la même chose. Hein, en fait, comment dire, dans ce match-là, le Fener a fait ce qu'ils font depuis le début de saison, je trouve, à mon sens, c'est-à-dire tirer. Et à la différence de ce qu'ils ont fait depuis le début de saison, c'est qu'ils ont mis dedans. Ils ont mis dedans parce que ils ont eu des gros passages. 12-32, hein. Mais bon, ils en prennent tant de. Ouais. 12 tirs à 3 points, c'est déjà pas mal. Mais c'est ça. Ça fait quoi? Ça fait 33%? Ouais, ça fait 32. 32 et quelques? Ça fait 37,5, pardon. Pardon, ok, tu vois, donc ils sont quasiment à 38% à 3 points, donc ils sont dans leur lignée de prendre des tirs, de prendre des tirs. Pour moi, quand je dis que c'est le Real qui perd ce match, parce que le Real a gagné le match au moins 8 fois. Ils ont un moment, ils ont un plus 14, après ils sont à plus 12, le Fener revient bien, puis ils remettent un écart. En fait, vraiment, je trouve que sur ce match-là, le Real est fort, et notamment Facu Campazzo est monstrueux. Il est monstrueux. Je vais juste donner ses stats quand même, parce que c'est le match qu'il fait, après on va en parler, mais 33 points, 11 sur 11 à 2 points, 2 sur 10 à 3 points. Il prend quand même 21 tirs, hein, sans parler des lancers. 5 sur 5 au lancer franc. 2 rebonds, 7 passes, 2 interceptions, 32 dévals, plus 13 de plus-minus malgré tout. Et la stat qui fait mal pour un joueur comme Facundo Campazzo, 5 pertes de balles. C'est ça. Et surtout, une autre stat, c'est qu'il est à 16 points dans le premier quart-temps. Ouais, non, mais c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Moi, j'ai déjà fait une analyse sur Campazzo, donc je vais pas en refaire une. Mais la lecture sur les écrans, il prend l'écran, ça vient pas, il fait fin de 2 alley-oop pour Tavares, le mec il part, bombe les. En fait, c'est trop. Il bénéficie à la fois du système, du système collectif que propose le Real. Et en même temps, il a une lecture tellement supérieure aux autres, c'est-à-dire qu'il est en avance, il voit une fois, voire 2 fois, 2 coups d'avance. C'est-à-dire que quand il fait une feinte, tu diras, il va la mettre à Tavares, à l'opposé, il y a Zanan Moussa, pouf, la balle elle part, tiens, tu manges une ficelle. Derrière, tu diras, c'est bon, là sur Moussa, je vais anticiper parce qu'il va le mettre là, il met ça sur Tavares, puis après, c'est pas Tavares, tu dis, c'est bon, on va le tenir, il met ça sur Rezonia. Enfin, tu souffles, tu souffles. Et derrière, où il finit tout seul, puisqu'il met 33 points, c'est son record en carrière. Il finit tout seul parce que tu te dis, vas-y, il va faire une passe, et finalement, il met des lay-ups, et des fois, il met des lay-ups qui sont pas faciles. Hein. Il jette la balle comme ça, il met des flotteurs en l'air là. Non, franchement, c'est fort. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est le Real qui perd ce match, parce que vraiment, ils ont le match en main plusieurs fois. Sergio Llull, il continue à mettre des tirs. Sergio, j'ai noté qu'il allait se faire foutre au bout d'un moment, ça y est. Commence à mettre des tirs où t'es là, tu regardes, tu te dis, mais il va faire ça pendant combien de temps? Pendant combien de temps il va jeter la balle comme ça? On va regarder la balle monter, on va dire bah ça va tomber dedans et pouf, ficelle. Combien de temps il va faire ça? Mais sauf que à l'accoutumée par rapport au Fener, c'est qu'ils ont mis des tirs dans les mots où ça comptait, et Scotty Wilbekin il a mis des tirs qui font du bien, dont le dernier tir pour dont le tir à 3 points. Alors qu'ils sont à moins 3. Et il a le temps. Enfin, ils sont à plus 3. Non mais encore une fois, le Real est à plus 3. Oui. Ils font pas faute. Si, Gabriel Deck a fait faute. Et Gabriel Deck fait faute, si. En fait, Gabriel Deck fait faute sur la... Et j'ai crié en plus, yes. Moi, j'ai mis Wilbekin qui fait autre chose que tirer à 3 points. Parce que c'est vrai qu'aussi, il a cherché des flotteurs, il a mis plusieurs flotteurs et tout dans la raquette. Et qui met le 3 points de l'égalisation, et j'ai noté Real ne fait pas faute. Non, alors, non, si. En fait, il y a 97, 94... Bon, c'est pas grave, on regardera au pire. Et Gabriel Deck fait faute parce qu'il lève la main, il y a une faute. Et après, en fait, c'est que ça donne pas de lancer franc, je crois. Oui, mais donc ils font pas faute.
Ils font faute, mais non, le but c'est de. Si tu fais ça, c'est pas juste pour faire faute, c'est pour donner des lancers francs. Oui, mais normalement, après, quand tu reprends, il faut faire faute directement. Mais après, derrière, il faut mais voilà, ils font pas l'action. faute. C'est ça. Parce que oui, ils font une faute, mais donner une faute pour que tu arrives à 4 fautes d'équipe, ça sert à rien. Il faut faire celle qui te donne les lancers. Parce que comme ça, ils peuvent mettre que 2 lancers et derrière, tu récupères. Mais parce que dans mes souvenirs, c'est sur un main à main. Ou un main à main, une remontée de Wilbekin. Ouais. Donc ça veut dire que tu peux faire faute sur le porteur de balle. À ce moment-là. Et je sais pas ce qu'ils foutent, j'essaie de me rappeler, mais en tout cas, vraiment, et c'est pour ça, encore une fois, je répète, c'est pour ça que pour moi, c'est le Real qui perd ce match-là, parce qu'ils l'ont plusieurs fois. Connaissant l'équipe du Real, c'est une faute professionnelle. Après, il faut qu'on parle d'un joueur quand même. Il faut qu'on parle de Yamadar. Yamadar Qui fait un énorme match défensif, qui est un peu en difficulté sur ce début de saison, mais qui fait un énorme match défensif et offensif, puisqu'il met 17 points, et qui met le game winner sur la 5e perte de balle de Campazzo. Une trappe, franchement, c'est vrai que c'est criminel de perdre le match sur ça. Ils sont à +1. Il se fait trapper, Campazzo, il essaye de jeter une passe. Interception, c'est pas Madar qui intercepte, je sais plus qui l'intercepte, passe à Madar, il va mettre un lay-up. Il gagne le match sur ça. Franchement, Yamadar, ça me fait kiffer pour lui, parce que c'est un mec qui a toujours été à fond partout où il est passé, donc tant mieux pour lui. À noter que dans le match contre Beşiktaş en Ligue turque, il s'est blessé à l'œil et donc il a un peu perdu. Il dit qu'il a perdu un peu de la vision, donc à voir, à suivre ce qui va se passer, puisqu'on n'a pas vu Calates sur ce match, il n'a pas joué du tout, je crois. Je vois que tu es en train de regarder la dernière action. Et je me remets la dernière action parce que j'avais un doute. Et en fait, je me rappelle maintenant, c'est Mario Zonia qui rate son lancer franc, voilà, déjà dans un premier temps. Là, il y a une faute de Gabriel Deck. Oui. Voilà, Gabriel Deck fait faute, donc il a bien lancé franc. Ouais. Et en fait, derrière, c'est ça en fait. Il met les deux et après il perd la balle. En fait, le tir. Oui, mais là t'es en prolongation. Moi je parle du tir de Wilbekin. Ça c'est le tir de la gagne. gagne. Oui, c'est le tir de la gagne. Mais c'est vrai que c'est le tir de. Oui, là il fait faute. Voilà. Non, mais là oui, c'est vrai qu'ils ont retenu la leçon sur la prolongation et derrière ils font la perte de balle. C'est ça. Mais sur la prolongation, ils font pas faute sur Wilbekin. Voilà. Donc j'avais raison une fois de plus. Bah écoute, donc le Real n'est plus invaincu. Je m'attendais pas à ce que ce soit le Fener qui tape, franchement. Vraiment pas. Mais il faut leur donner du crédit. Pour le Fener, faut leur donner du crédit. Pour moi, ça les met direct dans une autre catégorie. Alors, tu vois, non, mais parce que pour moi, le Fener, c'était une équipe que, comme je t'ai dit, je considérais qu'elle allait finir plus bas que ce qu'ils étaient parce qu'ils n'avaient pas un bilan dégueulasse. Ouais. Mais le fait qu'ils soient capables de taper le Real sur un match, parce que je dis pas sur toute la saison, mais sur un match, ça veut dire que c'est une équipe qui est capable de faire des coups. Et c'est une équipe, si elle finit en play-off, dont il va peut-être falloir se méfier. Attends, on a vu le Real depuis le début de saison, c'est un rouleau compresseur. Hein. Oui, moi, je voyais pas. Pour moi, là, le Real Fener, ça allait finir en +40. Hein. Non, alors moi je m'attendais pas. Attends, tu te rappelles pas ce qu'ils ont mis à Monaco, le Real ? Oui, non, mais d'accord, mais parce que Monaco n'a pas eu d'adresse aussi. Là, d'accord, quand même. Ils ont désossé dans le jeu. Mais parce que le Real fait un très gros match et Monaco fait un match minable. Oui. Et donc là où le Fener a fait. Là où le Fener fait plutôt un bon match et je me suis remis la dernière action, mais en fait elle est difficile à faire la faute. Ah bon, vas-y. La faute est très difficile à faire parce que vas-y, remise en jeu. La remise en jeu et la balle elle va d'un côté. Là faut la faire. Ouais mais il faut la faire là sur Guduric. Là c'est trop tard. Tu sais que Wilbekin une fois qu'il a la balle il va se lever. C'est vrai. Il faut la faire sur Guduric. Au moment où la balle elle rentre il faut la faire sur Guduric. Il faut la faire. Et après derrière t'as après pas mais en tout cas le Real pour moi va continuer son rythme et le Fener j'attends de voir parce que là ils ont battu le Real mais encore une fois parce que le Real fait n'importe quoi mais j'attends de voir ce que ça va donner. C'est une victoire sur laquelle il faut capitaliser en tout cas pour le Fener. Avec Boulogne joue le Real il peut faire n'importe quoi on va pas gagner. Donc le Fener on l'a dit qu'il joue Vitoria la semaine prochaine ça va être un beau match ça aussi. Yes. Enfin sur le premier match le deuxième je sais pas. Sur le deuxième il joue Barça. Ok. Plus compliqué. Passons sur l'étoile rouge. Ouais. Sur l'étoile rouge face à l'Anadolu Efes Istanbul. Alors vas-y. Je vais prendre la première mi-temps. Il y a eu 20 très belles minutes. Franchement, sur les 20 premières minutes, c'était beau parce qu'il y a eu de l'attaque, il y a eu de la défense. Alors, de la défense, toute proportion gardée, hein, parce que c'est les fesses quand même. Mais c'était beau à voir. Tout tombe dedans. C'est un match, il y a des runs. Franchement, je me suis régalé. Hein, la mi-temps termine 49-43.
Et l'étoile rouge perd des ballons qui permet les fesses l'exploitent bien. Comment ça s'appelle Scotty, non pas du tout Scotty, Will Clyburn, pardon. Qui se réveille, parce que là, ça y est, c'était un peu compliqué depuis le début de saison. Il fait un match bien, 4 horrible. Donc là, il a un bon passage. Non, franchement, là, cette première mi-temps de les fesses étoile rouge, je me fais plaisir. Et j'ai beaucoup aimé. Et toi, ce que t'en as pensé? Bah moi je suis d'accord avec toi. Clyburn qui pour une fois fait un bon match, donc ça lance les fesses. Shane Larkin toujours régulier, Rodrigue Beaubois aussi. Darius Thompson, je l'ai trouvé fantomatique sur ce match-là. Je sais pas quelles sont ses stats. 9 points, moins 15 au plus-minus 6 d'éval en 30 minutes. Alors qu'il était sur une bonne lancée, je trouve que c'est pas terrible. Bon, Shane Larkin, tu me diras, il fait un gros match, mais il a moins 19 de plus-minus. Comme quoi, quand il est sur le terrain, c'est pas toujours là que ça se passe bien. Du coup, on avait dit que Derek Willis était blessé pour 8 semaines. Ils ont signé Mike Dome, qui vient de l'Eurocup et qui fait une super rentrée, qui met 10 points directement, 2 tirs à 3 points, un petit flotteur et tout. Donc, pas mal, intéressant pour les fesses. Côté étoile rouge, Iago Dos Santos qui a pris la place de Shabazz Napier, on peut le dire, hein, clairement, qui est un joueur ultra rapide, balle en main, qui n'a pas peur de prendre les tirs, qui est costaud, donc qui compense un peu sa petite taille par sa qualité, sa densité physique. Et l'étoile rouge, ils ont signé Steph Curry? Tu parles de qui? De Nedovic. Non, c'est pour savoir. Non, parce que... attends, on en arrive parce que c'est surtout dans le troisième carton. Je sais pas. Nedovic, on le connaît. Non, mais si vous ne savez pas, allez voir l'analyse que j'ai fait sur Nemanja Nedovic l'année dernière. Sachant qu'il n'a pas fait la Coupe du Monde. Hein. La Serbie fait finale et sans Nedovic et sans Jokic aussi. Mais ouais, c'est fort. Les tirs qu'il mettait, c'était vraiment très très fort. Il a mis des gros tirs. Et puis lui, quand il prend feu. Mais en plus, comme c'est un joueur qui est bon finisseur au cercle, capable d'attaquer le cercle et tout, qui reste pas que dans le tir à 3 points, bah, il y a eu des actions aussi, il a feinté, il est parti, il a fini sur sa main gauche. Mitrovic aussi qui fait un gros match, qui est un peu... On disait que voilà, il manquait un petit peu d'un intérieur à l'étoile rouge. Bah, c'est leur meilleur intérieur pour l'instant. Donc quand il est bon, bah, forcément l'équipe est meilleure. Mais bon, il n'est pas encore assez régulier, je trouve, et assez fort pour que l'étoile rouge passe un cap. Mais sur ce match-là, il est très bon. Et surtout, moi je vais décerner du crédit à Joel Bolomboy parce que j'ai adoré le match qu'il a proposé en attaque, mais pas que, aussi en défense, au rebond. Il a été présent et en fait il a été dans tout ce qu'on voit pas forcément sur un terrain. 28 minutes, 13.5 rebonds, 2 passes, une interception. Est-ce qu'il y a des contres 18 déval. Il fait un contre, 18 déval plus 14 de plus-minus. Il a été dans tout ce qu'on aime sur un terrain, déviation de balle, sur les aides. Franchement, il m'a vraiment régalé. Et à l'inverse, j'ai retrouvé les fesses sur la deuxième mi-temps. Tout ce que je déteste. Tout ce qu'on déteste de les fesses. Sur la fin de match, parce qu'ils perdent de combien? De 14, c'est ça? C'est ça. Ils perdent de 14, 47, qui est un peu cher payé vu la physionomie du match. Mais pourquoi? Parce que dans les 5 dernières minutes, leur jeu est catastrophique. Ils retombent dans leur 1 contre 1 contre 1. Et il y a quand même un fait de jeu dont il faut parler, c'est que Will Clyburn se blesse. Donc apparemment, il aurait une douleur... c'est où que je l'ai dit? À la jambe, on ne sait pas où c'est exactement, à la jambe, j'ai vu. Moi, j'ai cru que c'était fait le tendon d'Achille, parce qu'il n'y a pas de contact, il lève le pied et tout. Donc finalement, il revient sur le terrain. Il n'aurait pas dû. Tu vois déjà sur la première course qu'il boite. Et il a continué à être agressif, il prend 5 tirs sur genre les 6 dernières minutes, mais il n'en met pas un. Oh, mais en plus, les tirs qu'il prend, c'est le tir, il est à l'arrêt. Mais parce qu'il peut pas driver. Ah oui. Tu le vois qu'il peut pas être agressif vers ça, donc il prend des tirs à 3 points qu'il mettait avant, mais quand tu as été coupé par une blessure, que tu as peur en plus de te faire mal et tout, voilà, et pour moi, c'est partagé avec le coach, mais lui, il aurait pas dû forcer pour revenir. Après, je comprends, quand t'es joueur, que t'es chaud, tu te dis vas-y, pourquoi pas, tu vois. Mais du coup, c'était compliqué. À la fin, avec un Will Clyburn qui prend les tirs, mais qui ne met pas, Shane Larkin qui met un petit peu, mais bon, ça suffit pas, et Darius Thompson aux abonnés absents. Donc voilà, moi j'ai kiffé le match de Iago Dos Santos. J'ai kiffé le match de Milos Teodosic, même s'il a été moins spectaculaire et influent que d'habitude, parce que la balle est un peu plus dans les mains de Iago Dos Santos et de Nedovic, mais il a trouvé aussi des super passes pour ses intérieurs, toujours pareil quoi, Milos éternel.
Voilà ce que j'avais à dire sur ce match-là. Ok, franchement, en plus, Étoile Rouge, ils leur ont cassé la gueule au rebond, 43 à 26. Donc, je crois que l'Étoile Rouge avec le Bayern, c'est une des équipes qui prennent le plus de rebonds de la compétition. En tout cas, je crois que c'est la première équipe au rebond offensif. Je vais vérifier ça. Pas de souci. Et du coup, et comme je disais dans le dernier carton, est-ce que tu disais aussi 25-13 pour l'Étoile Rouge face à l'Efes. Donc vraiment tout ce qu'on déteste. On retombe dans les travers. Mais en tout cas, ça reste quand même un match qui était plutôt intéressant à voir, même si sur la fin, l'Efes a un peu a explosé de par les blessures et par le manque d'alternance. Ils sont 5e au rebond et 3e au rebond offensif. Okay. Le Bayern éclate tout le monde au rebond, mais vraiment, on va y venir, il y a 3 rebonds d'écart entre le premier et le deuxième avec le Bayern. Mais ouais, on va y revenir après. Du coup, on passe sur l'autre club serbe, le Pana. Ah, moi je pensais qu'on parlait de Milan. Alors, Partizan Pana, c'était un match... Mais en fait, il n'y a eu que des matchs où je me suis régalé, je me rends compte, vraiment. Non, franchement, ce match-là était vraiment lourd. Cette semaine, je me suis régalé. Parce que ça se rendait coup pour coup. Exactement. Mais déjà, première information, le retour de Kevin Punter. Ouais, il a mis du temps avant de faire son retour. Hein. Oui. Parce que, bon... Quand il rentre sur le terrain, on le voit pas trop. Hein. C'est vrai, mais les grands joueurs se révèlent dans les grands moments. Alors attends, commençons par le commencement. Mais du coup, non mais retour Kevin Punter dans le sens où ça fait du bien que le Partisan récupère, j'allais dire le Pana. Que le Partisan c'est sûr que sans Kevin Punter, je sais pas si tu le gagnes, mais en tout cas, voilà. Tu vois que lui il est à l'aise dans les fins de match. Donc déjà, ce retour-là dans les équipes, mais après, pour faire par le début, bon premier quart-temps, le Pana qui démarre fort, mais t'as le Partizan qui est là en fait. En fait, c'est vraiment un match de mano à mano, ils se rendent coup pour coup, tant en attaque, même sur la densité physique, ils se rendent coup pour coup, c'est vraiment... je me régalais et on sentait cette atmosphère qui était trop cool à voir. Je voulais jouer carrément. Mais c'était intéressant parce que le Partizan a commencé avec 3 grands. Il commence avec, je crois que c'est Smailagic qui commence pas dans le 5, mais il commence non, c'est Caboclo qui commence pas dans le 5. Il commence avec Smailagic, Ledet et Kaminski dans le 5 de départ. Ah oui. Et du coup, t'as 3 intérieurs de métier, mais qui sont tous capables de s'écarter, de jouer un petit peu à l'extérieur. Et j'ai trouvé que c'était une tentative intéressante de la part de Zeljko Obradovic. Quand t'as des grands, moi je le fais aussi, quand t'as des grands, parce que forcément tu vas avoir un mismatch sur du post-up. Alors le poste 3 du Pana, c'est Grigonis qui est quand même assez grand, mais bon. S'il doit défendre sur un Ledet ou un Smailagic ou un Kaminski, c'est compliqué. Kaminski qui a bien commencé encore, je crois. Comme d'habitude, je le dis toutes les semaines, les premiers garçons de Kaminski, à chaque fois, je me dis, mais c'est incroyable. C'est vrai qu'il joue que 10 minutes. Hein. Les premiers cartons de Kaminski, ils sont toujours incroyables. Je sais pas ce qu'il mange, mais il met 5 points, il joue que 2 minutes. Il met 5 points, il met un tir à 3 points. Je crois qu'il met les 5 premiers en plus. Hein. Mais bien sûr, mais toujours. Il commence toujours très bien les matchs et après, derrière, on n'entend plus parler. Je comprends pas pourquoi. Mais en tout cas. Bon, du coup, ouais, c'est un match très, très serré. Ça se rend coup pour coup. Kendrick Nunn, qui est excellent. Je vais faire une vidéo sur ses choix aussi parce qu'il joue très très bien sur les pick and roll. Et heureusement, très bonne lecture. Parce que Kostas Lukas. Ouais, c'est vrai que. Il est passé totalement à côté, donc heureusement qu'il y a Kendrick Nunn, même si du coup le Partizan gagne le match, hein, mais Kostas Lukas il était à la rue côté Pana, donc vraiment merci à Kendrick Nunn qui est bien rentré. Mathias Le Sort qui fait un gros 3ème quart-temps, qui enchaîne des dunks. C'est ça, je sais plus si sur la première mi-temps il est en difficulté avec les fautes, je crois. Si il prend 2 fautes. C'est ça, il prend des fautes rapidement, donc il est en difficulté, et on arrive après dans le vif du sujet, et... Prolongation. Ouais. Et là, Kevin Punter. Il est trop fort. Non, il est trop fort. Il a dit. Il est trop fort. Poteau. Il est trop fort. Il a fait ça. Vraiment. Je crois qu'il a fait ça. Ouais, vraiment. Il est trop fort. En fait, ça me fait rire parce que quand on regarde beaucoup de matchs d'Euroleague et il y a des joueurs où tu dis ils sont forts dans le jeu, ils sont forts sur les matchs, mais en fin de match, ils vont être plus en difficulté. Et il y en a d'autres où pendant 3 quarts-temps, tu ne peux ne pas les voir. Et quand le 4ème quart-temps ou la prolongation arrive, c'est d'autres joueurs. Et Kevin Punter. Il est ce joueur-là. Ouais. Il est ce joueur-là. Flotteur, tir à 3 points. Derrière, ça répond. Je me dis, ça va être compliqué. Il remet un tir derrière. Non, le mec est trop fort. Ça laisse des regrets sur les playoffs de l'année dernière où il se fait suspendre 2 matchs alors que c'est lui qui est victime de la grosse faute et qui mène 2-0 contre le Real. Quoi. Quand tu vois que le Real gagne la finale, on saura plus parce que bon, l'équipe a changé. Arrête gros, on va essayer de l'avoir en interview après. Mais Gershon, on t'aime. Moi je l'aime. Mais justement le catch.
Je le félicite. Caboclo aussi qui fait une grosse prolongation. Et Partizan voilà, qui a vraiment dominé la prolongation. Et qui finit sur une très belle action. Drive de Punter qui met la balle en alley-oop pour Zach Ledé. Zach Ledé qui fait un match monstrueux. Fini à 23 points. 39 minutes, donc il y a la prolongation sur 45. 23 points, 8 sur 12 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 4 sur 6 au lancer, 5 rebonds, 2 passes, 1 interception. 24 dévals, plus 10 de plus-minus. Franchement, c'est le meilleur joueur pour moi avec PJ Dozier, qui est excellent dans le catch and shoot, sur le pick and roll, dans la transition en défense. Il prend un peu la place de Dante Exum dans le sens de meneur de grande taille, un peu meilleur shooter, même si Exum commençait à mettre des tirs. Plus dans le tir à mi-distance que Exum qui lui était vraiment dans l'agression du cercle. Mais voilà, le Partizan, écoute, ils prennent le match. Tant mieux pour eux. Je suis content. Tant pis pour les fesses, ils méritent. La semaine prochaine, le Partizan joue Monaco. Ouais. Et sur la deuxième ça va être pas mal ça. Partizan Monaco, ça va être très bien. C'est à Monaco ? Je crois que c'est à Belgrade. Ah, c'est à Belgrade. C'est à Belgrade. En plus, la dernière fois qu'ils ont été à Belgrade, Monaco, ça s'est pas bien passé. C'est pas trop bien passé. Et après, ils jouent Milan. D'ailleurs, juste, je vais pas faire un long truc, mais juste sur Monaco, on peut faire jouer Mathieu Stradel, c'est bon, Kemba Walker, on a vendu des maillots, ça y est. Merci. Bref, voilà. C'était juste une petite parenthèse. Non, je suis d'accord. On a dit. D'ailleurs, il y a Monaco, faut qu'on finisse vite, parce qu'après, il y a Monaco-Paris. Et moi, j'ai envie de voir Mathieu Stradel jouer. C'est tout bon. Je propose qu'on parle du Bayern. Allez, parlons du Bayern. Le Bayern qui tape Bologne, exactement, qui était deuxième. Et qui était deuxième, et le Bayern... troisième, pardon, derrière le Barça. Mais le Bayern qui est plutôt bien. Tu vois, ça me surprend pas, et ça me surprend moins que le Bayern réussisse à attraper Bologne. Tout à l'heure, on disait l'ASVEL doit prendre ces matchs-là. Pour moi, le Bayern, ils sont en avance. Ils sont en avance pourquoi ? Parce que tu le répètes déjà chaque semaine, et tu l'as encore répété tout à l'heure. Ils ont des fondamentaux, et ils ont des choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Ils cassent la gueule des équipes au rebond. Ça, casse la gueule. Encore 43-33. Ils cassent la gueule des équipes au rebond, et en plus de ça, ils ont de l'alternance. C'est-à-dire que sur ce match-là, Bologne, dans le premier quart-temps, est au-dessus. Je trouve que Bologne est au-dessus. Dans tous les compartiments du jeu, il y a vraiment... Pour moi, il n'y a même pas de débat. Je me dis, oulala, ça va être compliqué en plus, au début, Bologne prend plein de rebonds. Mais bien sûr, ça va être exactement. Et je me dis, ça va être compliqué pour le Bayern. Si déjà ils perdent ça, ils n'arrivent pas à mettre des rebonds, et à prendre des rebonds, ça va être un peu difficile. Mais que nenni, ma bonne famille. À partir du deuxième quart-temps, le Bayern gagne tous les quart-temps. Il gagne tous les quart-temps. Le deuxième quart-temps, il le gagne 24-18. Le troisième, 26-20. Et le quatrième, 20-10. C'est-à-dire que dans tous les quart-temps, ils sont au-dessus. Et le Bayern découpe vraiment Bologne par Ibaka. Quel match il fait ? Ibaka, franchement, des deux côtés du terrain, on pouvait avoir le sentiment de dire peut-être qu'il est en pré-retraite, il va venir un peu pour découvrir un peu l'Allemagne et voir ce qui se passe. Non, il est là pour jouer au basket, le garçon. Il est là pour jouer au basket et il montre pourquoi il a fait une aussi longue carrière en NBA et aussi en Euroleague. Il a toujours ses qualités athlétiques, alors pas celles qu'il avait quand il était jeune, mais il prend des rebonds, il prend de la place, il met des contres et en plus de l'autre côté, il met des points. Donc forcément, c'est assez compliqué. Le Bologne qui essaye de revenir, de revenir par... comment je peux oublier son nom alors qu'il bousille par Marco Bellinelli, qui est toujours éternel. Toujours terroriste. Exactement, toujours mettre des tirs où on souffre quand on voit ces tirs-là, tellement on est ébahi. Mais Bologne n'a jamais trouvé la solution. J'ai trouvé que, Isaiah Cordinet était en difficulté sur ce match-là, en attaque, et même défensivement. Je me demande à quel point il est gêné par son épaule, parce qu'il avait raté le dernier match. Exactement. Et ça se voit qu'il était encore en difficulté. Toko Shengelia, qui sur le début du match n'est pas trop mal. Plus le match avance et plus il a moins il a l'impact qu'il a d'habitude. Donc, on est d'accord. Les deux arrières du Bayern aussi qui font les deux des bons matchs. Carson Edwards qui se déchire un petit peu au tir, mais j'ai trouvé que les tirs qu'il prenait, c'était des tirs qui étaient bien amenés dans le collectif, et ça me dérange pas qu'il prenne ces tirs-là si c'est bien amené par le collectif. Sylvain aussi qui fait un très bon match. Dans le scoring, dans la distribution, et il y a une entrée de Brankovic qui lui aussi fait une grosse rentrée, que ce soit offensivement et défensivement, il est présent au rebond, etc. Et c'est quand il est sur le terrain que l'écart se creuse. Donc le Bayern, franchement, ils ont fait un match très très abouti. Bologne, comme on l'a dit, un peu en dessous. Écoute, tant mieux pour le Bayern. Bologne qui passe 4ème à égalité avec Monaco, qui est toujours un petit peu en avance sur tout le peloton d'équipe en dessous. Mais voilà, il joue qui Bologne la semaine prochaine ? Alors, Bologne la semaine prochaine, il joue, je vais te dire ça tout de suite. Et dis-moi ça plus vite, s'il te plaît.
Il joue pas. Ouais, il joue Barça. Le Barça. Il joue Barça le premier match. Ah, t'es sur le premier, d'accord, pardon. Ouais, il joue Barça au premier match. Et après, je sais pas. Donc déjà, Maccabi sur le deuxième. Maccabi, s'ils le prennent pas, c'est une contre-performance. Pour Bologne, oui, c'est une contre-performance. C'est Je suis d'accord. Ok, et bah écoute, on va parler de Milan versus Kaunas. Franchement, c'est un match que quand j'ai regardé, en plus c'était genre, j'ai regardé hier à 2h du match. J'avais pas d'attente. J'étais en mode, ah vas-y. Eh ben. Franchement, le match était cool. Il était incroyable. C'est les matchs, tu regardes, tu dis bon, vas-y. Et puis. Mais quand même. Attends. Je m'installe bien, j'ai eu les mêmes réactions. Je me dis, bon, allez, vas-y, on va regarder. Je me dis, mais attends, allez, je vais m'asseoir bien parce que là, quand même, le match, il a l'air intéressant. Et franchement, Milan qui mène d'un point dans le premier quart, enfin, la fin du premier quart. Contre Edgaras Olanouas. Exactement ce que j'allais dire. Il mène d'un point, mais parce qu'en face, t'as juste un joueur qui bousille tout le monde. Donc, Olanouas qui met tout. Donc, au bout d'un moment, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? 32 déval sur le match quand même. Pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu du tout. Et ça se rend coup pour coup, comme je le disais pour Partizan Pana. Là, ça se rend coup pour coup. Mais par contre, ce qui fait la différence, un peu comme le Fener, et on le sait, Kaunas, c'est une équipe qui a de l'adresse, qui a besoin d'adresse dans son jeu. Et là, ils ont mis dedans. Ah bah, il fait 11-21. Et franchement, ils prennent même pas tant de tirs que ça. Hein. 21, c'est pas énorme. Mais ils sont à 50%. Ouais, alors que les autres, ils font 8-26. Donc au bout d'un moment, Kaunas, on sait qu'ils vivent et meurent par le tir à 3 points. Et là, ils ont pas mouru. si on parle bien français. Après, la défense de Milan, sur les tirs à 3 points, en deuxième mi-temps, c'est vraiment catastrophique. Hein. Enfin, t'as dit Milan et défense. Ouais, non mais voilà. Parce que Thomas Dimsa, il est tout seul. Et non, pas. Enfin, Dimsa, il en met un ou deux, mais je voulais dire Roland Smith, pardon. Roland Smith, il est tout seul, il en met. À un moment, il y a Keenan Evans, il a la balle, il fait une feinte. Les deux se barrent, ils vont sur l'autre mec, il est tout seul. Ahmed Darren, il tire dedans. Et genre. Voilà, en fait, Milan, défensivement, déjà, c'est pas fou. Mais là, ils ont été en difficulté parce que, comme tu le dis justement, à l'extérieur, ils ont mis dedans. Et à l'intérieur, ils se sont fait casser la gueule par Biroutis. Biroutis, c'est un énorme match. Hein. Mais il était tellement. Dans le quatrième carton, il est monstrueux. Il était monstrueux. Il était en train de les bosser comme pas possible. Et après, je me dis, mais c'est bizarre, on n'a pas trop vu Keenan Evans. Il a fallu que je dise ça. Bon, allez hop, Keenan Evans. Merci, bonne soirée. Donc, ça s'est arrêté. Belle victoire de. Biroutis, 7 minutes. 8 points, 4 sur 4 au tir, 1 rebond, 8 déval. Il casse la gueule dans le quatrième. J'étais assez impressionné. Donc, non, franchement, belle victoire de Kaunas qui sort un peu la tête de l'eau, ça leur fait du bien cette victoire, je pense. Maudolo qui reproduit pas le match qu'il a. Je m'attendais pas à ce qu'il reproduise, mais c'est vrai que ça, c'est le problème depuis le début de saison. C'est ça, tu peux. Mais après, en fait, c'est ce qu'on avait dit. S'il fait un match comme ça tous les 3 matchs, c'est une autre équipe. Mais pour l'instant, il y a eu 11 journées, il en a fait qu'un. Nikola Mirotic qui est encore en dedans, je trouve, par rapport à ce qu'on voyait sur le début de saison. Et donc, apparemment, il a une petite douleur au tendon d'Achille à surveiller. Est-ce que c'est pas la fameuse technique LeBron James de ah j'ai mal, maintenant je suis pas bon, à voir. Mais LeBron James est rarement pas bon aussi après. Non mais tu connais. Oui. Quand je perds en finale quoi. Ce qui est déjà bien. Écoute, on verra hein, pour Milan. La saison galère continue. Quand tu recrutes Mirotic, Maudolo qui malgré ce qu'il est reste un champion du monde, qui était un joueur qui avait quand même des responsabilités à Berlin l'année dernière. Pas d'attente. Non, pas d'attente. Pour moi, Milan, c'est une équipe, j'ai pas d'attente. Ils sont. Attends, regarde où ils sont. Ils sont 15e. Ils sont 15e. Ouais, ils sont 15e, mais quand je vois après, ils sont pas loin des autres. Mais quand je vois les équipes qui sont devant, alors après, voilà, ils sont. Attends, il y a le Bayern, il y a Kaunas. J'ai pas d'attente face Ils ont signé Mirotic. Mais oui, d'accord. Ils signent Mirotic parce que c'est des problèmes de contrat. Entre guillemets, c'est de l'argent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner ce que Mirotic voulait. Si Mirotic il aurait pu aller ailleurs s'il demandait moins d'argent. La réalité elle est là, faut pas se leurrer. Pour moi, il n'y a pas d'attente sur Milan. On a oublié de dire quand même Sheven Shields, heureusement qu'il était là, parce que Milan sinon prenait 3 tirs à 3 points d'affilée, heureusement, mais sinon il n'y a personne. Hein. Donc j'ai pas d'attente, la semaine prochaine Milan joue le Bayern et après il joue le Partizan sur cette double journée. Donc voilà, Milan pour moi c'est une équipe qui... T'es dur. Non, je suis pas dur. C'est une équipe qui a des bons joueurs. Il y a plutôt des bons joueurs de basket, mais c'est pas une équipe où je me dis il doit faire des coups. C'est une équipe qui doit être à la lutte pour le play-in à la limite. Wow. Comme l'Asvel carré.
Hein, mais l'Asvel, ils sont pas là pour le play-in. À l'Asvel, ils sont à la lutte entre la 16e place et la 18e. C'est ça leur place. C'est de pas terminer dernier. C'est toi, t'es trop utopiste, mon gars. Au bout d'un moment, l'Asvel, ils jouent jamais pour le play-in. C'est pas pour être méchant avec eux. C'est juste que. Il est trop méchant. Non, il y a un écart d'effectifs de ce qu'ils peuvent produire. On dit que c'est un club tremplin, c'est vrai. L'effectif qu'ils ont, ils sont trop courts. Le Milan, c'est un effectif qui est un peu plus fourni. Même si, comment il s'appelle là? Il n'a pas joué depuis 1000 ans. Il y a un mec à Milan, il n'a pas joué, ça fait. Le shooter là? Putain, j'oublie son nom. Billy Baron? Un autre. Pangos. Merci. Pangos. Okay, Non, bon. mais le coach il le veut plus. Ah, d'accord. J'avais pas vu l'information. Oui, bah en même temps, c'est. Voilà. Ouais. Donc. Ah, bah c'est sûr que lui, s'il était bon, mais après, au début de saison, il n'arrivait pas à jouer avec ce coach là, apparemment, mais c'est vrai que lui, c'est un vrai bon joueur. Donc voilà, mais pour moi, Milan, c'est une équipe, voilà, ils sont 15e. Là, ils doivent aller chercher un play-in, mais c'est tout. Je m'attends pas à ce qu'ils fassent grand chose. Donc toi, arrête d'être utopiste. Bon, un petit point sur le classement, vite fait. Le Real qui est toujours premier à 10-1, du coup. Barcelone à 9-2. Monaco et Bologne qui sont 3e et 4e à 7-4. Et ensuite, donc je disais, sur Show, vous connaissez, je disais qu'il y a un peloton d'équipes entre 6-5 et 5-6. Il y a, je crois, 10 équipes. Pana, Olympiakos, Baskonia, Fener, Maccabi à 6-5 et Partizan, Kaunas, Bayern et Valence et Efes à 5-6. Derrière, tu as Milan et Étoile Rouge à 4-7, Lasvel à 2-9 et Berlin à 1-10. Donc voilà, c'est très 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 serré. Pour l'instant, il y a 10 équipes qui se tiennent à un match. Ça s'annonce passionnant. Ah bah oui, il faut les. Sauf, t'as vu, on en a même pas parlé, on a parlé du classement. Maccabi Alba, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas, parce que Maccabi a battu Berlin, et que Berlin, il n'y a rien à voir. Ils n'ont pas d'équipe. Si, quand même, shout-out à Gabriele Procida, parce que j'aime bien ce qu'il propose, c'est le seul joueur qui est assez intéressant. T'as regardé le match? J'ai regardé. Ouais, j'ai regardé. Mais j'ai regardé en accéléré. Carrément, parce qu'il n'y avait pas le replay long format, j'ai mis replay format court. Oui. Et j'ai quand même avancé, parce que ça y est. Ça y est. Non, j'ai regardé, mais parce que voilà, Gabriel Procida, ça fait quelques semaines que j'aime beaucoup ce qu'il propose, mais à Berlin, il n'y a rien à regarder. Côté Maccabi, bah, ils ont déroulé, hein, voilà, classique. Vous savez, Lorenzo Brown, Mozzie Colson, Wade Baldwin, ils se sont amusés, quoi. Alors, on passe sur les tops et les flops. Yes. Je vous mets votre transition parce que vous avez kiffé, les tops et les flops. Alors, qu'est-ce que t'as comme top, qu'est-ce que t'as comme flop? On commence par quoi? Les tops, les flops, les flops, les tops? Alors, top. En top, j'ai la victoire de Boulogne. Avec un Ozan à 18 points qui met encore les lancers pour finir le match. Putain, si j'avais pas raté les 2 premiers lancers, j'aurais enfin mis 20 points. Let's go, ça va venir. Non, blague à part, victoire de Kaunas, je le mets dans mon top. Le jeu proposé, la réussite qui va avec, et ça faisait quelques semaines qu'ils étaient en difficulté, donc moi mon premier top il va à Kaunas, parce que je veux les féliciter pour ça, et si j'enchaîne directement sur mon deuxième top, c'est le Fener, qui va taper le Real, même si je l'ai beaucoup répété, c'est le Real qui a perdu, mais il faut du crédit. Au bout d'un moment, ils ont fait un bon match. Scotty Wilbekin, Yann Madar, ils ont fait vraiment un bon match. Depuis que Taylor Dorsey joue un peu moins bizarrement, Fener joue mieux. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, non, bien et belle victoire pour le Fener, et on peut les applaudir pour ça. J'espère que ça va pouvoir aller dans la continuité pour eux. Donc voilà mes 2 tops de cette semaine. Ok, bah écoute, je suis d'accord avec toi pour le Fener, parce que pour taper le Real, déjà, c'est un top. Moi, j'ai mis Baskonia, qui a qu'une seule défaite depuis l'arrivée d'Usko Ivanovic. C'est sur une claquette de Jared Blossom, Jared, je sais plus. Bref, de Blossom Game, donc qui était pas loin aussi. C'est une équipe qui a ses 2 meilleurs joueurs qui sortent du banc, donc ça veut dire que c'est une équipe qui joue bien, qui a des armes un peu partout, à l'intérieur, à l'extérieur, qui propose du beau basket. Moi, franchement, c'est une équipe qui me fait kiffer. À part leur maillot, je l'ai déjà dit, donc je suis content qu'ils soient un peu réveillés, parce qu'ils avaient eu un peu du mal sur le début de saison. Je suis d'accord donc sur le Fener. Et moi, j'ai mis Kevin Punter aussi, parce qu'il revient, et direct quand il revient, il tape le Pana, qui était quand même sur une bonne lancée. Il finit à 13 points quand même. En 26 minutes, avec des pourcentages corrects, donc pas trop à 3 points, et avec les actions décisives dans la fin de match. Donc voilà pour mes tops. Ouais. Sur les flops. Alors, j'ai la défense.
Et plus particulièrement de l'Asvel. Dans un Ah, premier bah temps, tiens donc sur la deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? La défense de l'Asvel. Bah ouais, parce qu'au bout d'un moment, on regarde les matchs et à ce niveau-là, on peut pas proposer ça, c'est pas possible. Ozan le disait tout à l'heure, ils se sont fait casser la gueule par Marcus Howard à pas switcher sur les tirs et ils prenaient des tirs. Surtout que tu vois ce que Monaco a fait Exactement. juste après. Ils regardent les matchs, C'est ça. forcément. Il y a l'analyse vidéo. Et puis bon, tu le sais que si t'es un shooter, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et tu peux proposer quelque chose, tu peux t'adapter, et là, ça s'adapte pas. Et c'est Sur vrai la que. Provitola, ils sont pas adaptés. Exactement, et pour le coup, même s'ils mettent des tirs durs, hein, ils auraient pu faire autre chose. Non, mais donc, en fait, c'est ça, c'est que pour moi, tu peux pas te faire battre par le mec que tu sais qui va te battre. Tu vois, si tu te fais battre par Abrines, par Oriol Paoli, même si Jabari Parker il est bien, parce que le Barça ils font une grosse saison, donc forcément il y a plein d'armes. Mais ce que je veux dire, c'est que la Provitola c'est l'arme numéro 1 du Barça avec Yann Vezeli. Mais en vrai, au scoring, c'est lui, parce que Vezeli score pas de ouf. En plus, il commence le match, il est déjà chaud. Pour moi, c'est ça. Et t'as fait la même chose avec Marcus Howard 2 semaines avant. On est d'accord, c'est un flop. Voilà. Moi, j'ai mis Barzokas. D'accord. Le coach de l'Olympiakos. Ouais. On peut savoir pourquoi Mousfal ne joue pas sur la fin de match? Je sais pas. Pourquoi Milutinov est sur le terrain? Milutinov ne peut pas mettre un pied devant l'autre. Mousfal, quand il est sur le terrain, tout se passe bien. Même sur les switches défensifs, on l'a dit tout à l'heure, il tenait Mike James. Pourquoi il ne joue pas sur la fin de match? Je sais pas. Ben voilà. Ben ça, c'est mon flop. Voilà, un Mousfal, même si on l'aura pas en interview, je persiste et signe. Il doit être le pivot sur lequel l'Olympiakos s'appuie, surtout avec l'état de forme actuel de Milutinov. Et voilà, et Barzokas. Pivot titulaire en équipe de France. Pivot titulaire en équipe de France, je sais pas. Parce que même si je sais que t'aimes pas Rudy Gobert, Non, c'est pas que j'aime il pas apporte Rudy quand Gobert. même quelque chose. Non, mais je plaisante. Voilà. C'est pas qu'il doit être. Mais en tout cas, il doit jouer plus doit que ça. jouer, c'est on est ça. d'accord. Il Mais doit ça, jouer. c'est encore un autre débat. On pourra faire un débat, Bien sûr, avec plaisir. si tu veux. Et mon troisième flop, les pertes de balles de Campazzo. Et ça me fait mal au cœur de dire ça. Parce que Campazzo, il fait un match exceptionnel. Ouais. Exceptionnel. Il domine. Mais 5 pertes de balles. C'est vrai que dont Pour la Campazzo, c'est dernière- énorme. Et dont la dernière. Et dont la qui dernière était- qui fait perdre le match. Donc, qui était. désolé, Fakou, hein. Je t'aime, mais. Je suis d'accord, qui est terrible. Et du coup, moi, mon autre flop, pardon, j'ai mis la défense, encore une fois, de l'EFS. C'est que, vas-y, au bout d'un moment... La quoi Oui, c'est ça, en fait. La quoi Enfin, au bout d'un moment... Je comprends pas comment cette équipe a gagné 2 titres de Euroleague. Enfin, si, je comprends. 2 titres de Euroleague d'affilée, en back-to-back. Et ils veulent pas défendre en fait, ils apprennent pas de leurs erreurs. L'année dernière ils ont pas fait les playoffs, ils veulent pas apprendre de leurs erreurs. C'est-à-dire qu'ils proposent quelque chose sur un premier quart-temps ou sur une première mi-temps et derrière on oublie. Non, ça sert à rien, ça a fonctionné mais ça sert à rien. Continuons à que pour l'attaque, tout pour l'attaque et pas défendre. Ils ont des mecs qui font des efforts mais la défense c'est collectif. C'est-à-dire que quand Rodrigue Bobois Il manquait Ante Zizic aussi. oui, mais quand Rodrigue Bobois va faire un effort, si derrière ça coulisse pas. Enfin, au bout d'un moment, c'est chiant. Alors oui, je sais qu'ils étaient en difficulté, il manquait Derek Willis, il manquait Ante Zizic, donc forcément ils étaient courts dans les rotations. Mais les gars, la défense est collectif. Au bout d'un moment, c'est pas juste un joueur qui va s'en occuper. On est d'accord. On passe sur le 5 de la journée. Yes. Allez, le 5 de la journée, c'est parti. Alors, ton 5, est-ce qu'il est plus cohérent que la semaine dernière? Oui. Moi, un peu plus, ouais. Alors, bon, je pense qu'on a le même meneur. Oui, bah, enfin, oui. Est-ce que ça commence par Mike? Est-ce que ça finit par James? Très bien, c'est exactement ça. James, encore une fois, qui fait un match, un gros match, comme on l'a dit, qui met les tirs de la gagne à la fin, enfin les paniers pour finir le match. Rien à dire, hein, si Monaco finit haut placé, à voir, parce que bon, il y a le Real, je vois pas qui est-ce que tu pourras mettre en MVP, avoir pour le titre de MVP, je parle. Mais en fait, il n'y a pas de discussion. Le titre de MVP pour l'instant, il est à Madrid, donc. Bah, il est à Madrid, oui, mais à Madrid, t'as tellement de joueurs qui sont bons. Tu donnes à Facundo Campazzo? Il est à Madrid. Oui, moi ça me va, Il est mais à bon, Madrid. quand je dis que c'est le meilleur meneur d'Europe, on me dit que Non, mais les gars, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que c'est la meilleure équipe qui a récupéré le meilleur meneur. Non, mais je suis d'accord avec toi. Puis- Cependant, Mike James, statistiquement parlant, Il est monstrueux. comme l'équipe est un peu moins forte que Madrid, il est monstrueux et du coup ça peut jouer. On verra à la fin de la saison où est-ce que Monaco finit. Mais bon, en tout cas depuis le début de saison, Mike James, Oui. merci, tu nous régales. Et Cœur même sur dans toi. l'attitude en plus. Exactement. En poste 2, bon, La on en a parlé. Provitola. Oui, la Provitola, voilà, qui a assassiné l'Asvel. Voilà, exactement. 8 sur T'as 10. ta gestu, hein. Ouais. Bah, on en a déjà parlé, hein. Ouais. Nicolas Provitola. 8 sur 10 à 3 points. Qui est la tête de proue, tête Oui, tête tête de d'affiche, gondole. bref, je sais plus, d'une équipe qui est deuxième et qui suit le Real.
qui marche bien et qu'on devrait retrouver assez haut classé ici. En poste 3, tu m'as mis qui? Alors, j'ai un peu triché là-dessus, mais j'ai mis Ulanovas. Okay. Parce que... Bon, après, c'est un 3-4 quoi. Oui, mais vu ce qu'on a fait la semaine dernière, on peut. On peut, c'est ça. Mais du coup, oui, j'ai mis Ulanovas parce que... T'avais quand même mis Azarkanan poste 4 la semaine dernière. Excuse-moi, bon. On a le droit à tout maintenant. Mais donc voilà, parce que le match qu'il a proposé, son premier carton, mais dans l'ensemble, parce que la réussite de Kaunas, parce que la victoire de Kaunas, et que j'ai aimé son match. Donc Ulanovas rentre dans mon top cette semaine. Ok, ben moi j'ai mis Marko Guduric en poste 3, parce qu'il fait un énorme match, il met des gros tirs. Il tape le Real, et voilà, hein, même statistiquement parlant, je crois qu'il a plus de 20 points, il est à plus de 25 dévals. Donc Marko Guduric. Pour une fois que je peux mettre quelqu'un du Fener, je me suis pas privé. Profiter. Non mais voilà, le Real perd, et puis pour le coup, Guduric il fait un énorme match. Donc j'ai mis Ulanovas moi, mais en poste 4. Ok. Parce qu'il est rentré bien sur le poste 4. Yes. Et qu'en effet, grand artisan je vais pas dire de la victoire de Kaunas, parce que c'est surtout sur le début de match qu'il fait du dégât, mais c'est grâce à lui du coup que Kaunas reste dans le match, et après, collectivement ça embraye, mais voilà, statistiquement c'est lui qui a apporté le plus, et en plus il fait vraiment un début de match monstrueux. Et ensuite en poste 5, ah non, poste 4 toi. Alors moi j'ai 4-5, c'est des 5, hein, mais vas-y, j'ai mis Ibaka et Bolomboy. Ok, bah moi j'ai mis que Ibaka, parce que Ibaka il fait quand même 24-13 je crois. Ah il est trop fort. 24-13 c'est pas dégueu, il y a que certains Mathias Le Sort qui font ça, ou des Mitoglou. Tiens, 2 joueurs du Pana. Ouais, Ibaka on est d'accord. Ouais. Bolomboy, ouais, t'es gentil. Non, t'es gentil. Non. Attends, on parle des 5 meilleurs de la journée là. Oui, mais c'est pas que les stats. Moi je suis un artisan des stats, mais il n'y a pas que les stats. Il n'y a pas que les stats. Parce qu'il y a Madar. J'aurais pu, sauf que malheureusement il y a eu des joueurs qui ont été trop forts, qui ont fait des stats, mais pas que. Mais il a fait un très bon match. Mais en fait, Bolomboy, ce que je disais tout à l'heure, dans le basket, il y a les statistiques. Déjà, il a des bonnes stats. Il met 13 points, je crois, si je sais plus. Ouais, il met 13 points, je crois. Donc voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la défense qu'il propose. Il y a le fait d'être présent au rebond. Il y a le fait de dissuader. Il y a tout ce pourquoi, par exemple, parfois on va dire oui, Rudy Gobert, il dissuade, etc. Et c'est très bien ce qu'il fait. Là, Bolomboy, il a proposé de l'alternance, il a proposé des dissuasions. J'ai aimé ce qu'il a proposé sur son match. Oui, non mais il fait un bon match. Voilà. Mais de là à le mettre dans le 5, je trouve que c'est un peu généreux. Mais bon, surtout à la place de Guduric quoi. Bref, ok. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être faire des pronos pour la semaine prochaine. Go. Allez go, c'est parti pour les pronos. Du coup les pronos. Alors premier match, Efes Pana. C'est à l'Efes. Victoire du Pana. Ouais, on est d'accord. Hein. Sur ça, je pense qu'on est d'accord. Ah, tu sais pas. Hein. Vas-y. Et le Pana, c'est coaché aussi par Yann Ataman. On sait qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. C'est vrai, sauf que William Brown ne va pas jouer. C'est-à-dire qu'il va y avoir Shane Larkin qui va être ciblé. Et en plus de ça, ils vont pas défendre. Sujet réglé. Victoire du Pana. Est-ce que c'est pas mieux aussi des fois quand t'as pas trop de force scoreurs que t'as genre 2 scoreurs et des soldats autour? Mais ils ont déjà pas Ante Zizic, ils ont déjà pas Derek Willis, ils ont pas Will Clyburn. Ante Zizic s'il jouera pas. Bref, moi je suis d'accord, Pana. Victoire du Pana. Berlin Kaunas, on va même pas donner notre prono. Voilà. Oh, il y a un petit Olympiakos Real là. Sympa. Sympa. Olympiakos qui a perdu là, contre Monaco, qui va peut-être vouloir se rattraper à la maison. Au pire en plus. Ouais. Okay. Contre le Real. Bon, je mets quand même le Real. Hein. Ils ont perdu leur premier match, ils vont avoir la dalle. Ils vont être énervés. Il y a moyen quand même que ça se finisse en tollé. Non, pas en tollé. Non, pas en tollé. Eh gros, le Real. Hein ouais, non, mais quand pas même, en tollé. Hein. Victoire du Real, mais pas en tollé. Je peux pas y croire. Partizan Monaco. À Belgrade? Ouais. Partizan. Bah putain, je pensais qu'on allait pas être d'accord. Mais je vais mettre Partizan aussi. Je vais mettre Partizan aussi. Partisan, je sens que... Mais je pense que à la fin, je pense que ça va être serré. Et je vois bien un petit duel Mike James Punter à la fin là pour voir qui a les plus grosses couillasses d'Euroleague. C'est vrai, mais voilà, le retour Kevin Punter, je pense, va leur faire trop du bien. Et donc, Partisan pour ouais. Bayern Milan. Bayern, on est d'accord. Putain, c'est fou de se dire ça quand même. Asvel Maccabi. Ok, moi je dis l'Asvel. J'ai regardé le match. On verra. Bologne-Barça, c'est pas la peine non plus de donner son prono, je pense. Valence Étoile Rouge. Étoile Rouge. Ouais, j'aimerais bien, mais j'ai peur que non. Mais allez, je vais suivre le choix du cœur Étoile Rouge, parce que j'aime bien Iago dos Santos. Et un beau match aussi, Baskonia Fener. Vitoria. Ouais. Vitoria.
Parce que le Fener, ils vont continuer à jouer comme ils ont joué. Le Fener, je vois bien, ça va être la semaine d'entraînement. On a battu le Real. Regarde, je défends pas. On va continuer à tirer. Ils vont se faire casser Voilà, le cul. tu vas voir. Parce que Ivanovic, je crois qu'il n'y aura pas de semaine tranquille parce que t'as gagné contre Valence. Hein. Exactement. Donc, c'est bon. Tu veux qu'on fasse l'autre journée puisque c'est dans la même semaine ou pas? On peut y aller, vas-y. Je l'ai pas sous les yeux, mais dis-moi du coup. Alors, Berlin, Efes. Berlin, non, je rigole. Efes. Okay. Pana Real. À Athènes. Mais attends, du coup, le Real, ils font Olympiakos puis Pana. Un petit séjour en Grèce. Écoute. Allez, on va tenter. Je tente le Pana. Moi aussi. Non, je suis d'accord avec toi. Celui-là, il est pas facile, mais je tente le Pana aussi pour moi. Ça va dépendre de ce qu'ils font contre l'Olympiakos. Ouais. S'ils perdent contre l'Olympiakos, ils vont défoncer le Pana. Mais par contre, à voir. À voir, je suis d'accord. Partizan, Milan, Partizan. Kaunas, Monaco. Dans notre tête, Milan, ils vont finir dernier, quoi. Ils vont quand même prendre des matchs, je pense. Oui, ils vont prendre des matchs, mais pas là. Allez. Monaco, Kaunas. Monaco. Olympiakos, Bayern. Olympiakos. Putain, mais j'ai l'impression que j'ai déjà vu ce match. Ah non, c'était contre le Pana. Ok. Virtus, Maccabi. Ah, bah moi je mets. C'est à Bologne en plus? Oui. Moi je mets Virtus. Moi je mets Maccabi. Maccabi, ça me dit rien. Je mets Maccabi parce que Lorenz Brown il va faire un match à 30 points. Ça fait longtemps qu'il a pas fait. Regardez bien. Il peut plus faire, on dirait. Ah bah si, regardez bien. Cette semaine-là, regardez bien. Vitoria, Étoile Rouge, Vitoria, pour moi. En plus, c'est à. Ouais, franchement, ça va être à Belgrade, j'aurais dit à moyen, mais là, je pense que Vitoria sera au-dessus. En plus, c'est contre son ancienne équipe. Ah, peut-être que l'Étoile Rouge, ils vont vouloir montrer, hein. Je crois pas. Ouais, je sais pas. Barça, Fener. Barça, évidemment. Et Asvel, Valence, bien entendu. Asvel, donc l'Asvel va faire 2-0 cette semaine, je vous l'annonce. Vous l'avez vu en premier ici sur QLS. Stay tuned. La première fois que tu l'as entendu, c'était sur QLS. Soyez pas 0-2, soyez pas bête. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Eh bah écoutez, merci de nous avoir suivis pour ceux qui nous ont suivis. Je vais pas vous redire de vous abonner, ça y est, faites ce que vous voulez, sinon si vous êtes pas content. Je plaisante, mais on fait ça pour le plaisir, pour l'amour du basket. En vrai, parce que c'est des trucs qu'on fait sans caméra. Oui. C'est juste qu'on s'est dit, on va en faire partager. Voilà, profiter tout le monde. On aime bien les débats, on aime bien l'Euroleague. C'est une ligue qui mérite d'être connue, même s'il y en a beaucoup qui la connaissent. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de NBA et pas assez d'Euroleague, pas assez de joueurs de basket. Il faut regarder les matchs sont intéressants. On a des applications pour le faire. Voilà. En plus, c'est facile d'accès. Exactement. Bon, à la semaine prochaine. Yes. Si on survit la double journée. Allez, bisous à tout le monde.